conférence de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement, en abrégé COVIMED-C, créée ce samedi 16 mars 2024. Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour le lancement de nos activités. Vous allez avoir 3 lecteurs parce que le texte est un peu long. Il y a Madame, bon, je vais dire comme ça, hein, parce que Madame Florence Davis, qui est présidente de l'ONG Children's Environment Foundation. Et ensuite, après elle, il y aura Monsieur Ba Irie Michel, qui est le président du comité de crise du village de Banco 1, qui a été déguerpi le dimanche 25 février et puis aussi le mercredi 28. Voilà. Et puis, la lecture va se terminer par la déclaration de notre position par M. Sila Sekou, président de l'ONG Colombe Ivoire. Voilà. Donc, on commence avec Madame Davis. Conférence de presse de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement, abrégé COVID-CI, du 19 mars 2024. Les faits. Depuis 2014, la population de Côte d'Ivoire assiste impuissamment à une humiliation de milliers de familles à travers des déguerpissements abusifs justifiés par une opération d'assainissement, de protection de vie ou des projets de développement de la part des dirigeants du pays. En effet, dans le cadre du plan Orsec, d'autres projets d'assainissement environnementaux ou d'équipements publics, tels que le 4e pont ou le métro d'Abidjan, plusieurs logements, écoles et commerces ont été détruits, la plupart sans aucun respect des dispositions légales en la matière, portant ainsi atteinte à la dignité humaine des personnes concernées. Ainsi, nous observons les faits suivants. En 2014-2015, 205 ménages ont été déguerpis sans indemnisation dans les communes d'Abobo, d'Abidjan et de Yopougon. C'est seulement en 2020, après plusieurs manifestations, que la décision de les indemniser pour un montant de 3 milliards 959 541 216 francs a été prise lors du Conseil des ministres du 20 juin 2020 et les indemnisations ont été effectives à partir du 21 par vague. À ce jour, seulement 3 vagues de 64 personnes au total ont été payées pour un montant de 661 240 777 francs CFA. Il reste donc à ce jour 141 personnes à payer pour un montant total de 3 298 300 439 francs CFA, toujours en 2014-2015. Dans le même cadre du plan Orsec, environ 600 familles de la commune d'Atekoubé ont été affectées sans avoir été indemnisées jusqu'à ce jour. Cependant, Monsieur le maire de la commune d'Atekoubé avait annoncé aux populations lors de la 3e section ordinaire du conseil municipal du mercredi 8 octobre 2014, PV numéro 2014-3, du mercredi 8 octobre 2014, un appui gouvernemental de 90 millions à raison de 150 000 francs par famille de la commune pour les 600 familles. Cet argent n'a jamais été perçu jusqu'à ce jour. Le 2 juillet 2018, 429 ménages composés de 6 000 personnes du quartier abattoir de la commune de Port-Bouët ont été déguerpis sans information préalable, encore moins une indemnisation, et ce,
le premier jour des écrits du bac et en pleine saison pluvieuse. Pour la première fois, des images des populations ayant eu refuge au cimetière ont fait le tour. En 2019, les indemnisations pour le 4e pont ont commencé et ne sont pas achevées, alors que le projet est arrivé à son terme et est mis en exploitation. Environ 5% des personnes affectées réclament encore leur vie. Toujours en 2019, un déguerpissement dirigé par le ministère de la Salubrité a affecté plus de 4000 personnes au quartier Cité Béni, situé entre la Cité Fanny à Andoquois et la forêt du Boncourt. En ce qui concerne le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, 1000 propriétaires de bâtiments attendent encore d'être indemnisés depuis 2021. Par ailleurs, plus de 200 autres propriétaires abusivement affectés parce que leurs bâtiments n'étaient pas dans l'emprise de projet sont aussi en attente de leur dédommagement. Toujours en 2021, 237 propriétaires de bâtiments avec une population totale de 4000 personnes des quartiers au Côte-Boyer 1 et 2 dans la commune de Koumassi ont été déguerpis dans les mêmes conditions d'abus. Ils sont actuellement en procès contre l'État de Côte d'Ivoire. Dans la même veine, en 2021, la mairie de Yopougon a déguerpi plus de 100 bâtiments au quartier Mamifété, de même que 178 propriétaires avec un nombre total de 2200 personnes affectées au quartier Bonto Nord Extension, avec sans aucun dédommagement. En 2022, une décision du conseil municipal de la commune d'Abobo a décidé la fermeture de la ferraille d'Abobo à Nador. Plus de 20 000 artisans ont été ainsi affectés sans dédommagement. Ce samedi 16 mars 2024, ce sont les ferrailleurs de Marcory à Nomombo qui ont subi le même sort et cela se poursuit actuellement sur les logements de la même zone. Après la nomination du nouveau gouverneur du district autonome d'Abidjan le 27 décembre 2023, une série de déguerpissements sans information préalable, ni des maires, ni des chefs de village et de communautés, ni des commerçants, encore moins des populations affectées et sans indemnisation, a été observée depuis le 4 janvier 2024 avec les commerçants du marché Djekonon de la commune du Plateau, puis le 21 janvier à Gesto, Pays-Bas, de même que le 19 et 20 février 2024, où plus de 120 propriétaires de bâtis et 133 éleveurs et leurs fermes ont été détruits. Le 22 février 2024, le district a publié un communiqué annonçant qu'en une semaine, du 9 au 17 mars, 176 sites, dont 77 zones à risque, seraient détruits. Le vendredi 23 février, ce fut le tour de Boribana. Le 25 et 28 février 2024, Banco 1, un village de la commune de Yopougon, a été détruit. Suite à cela, un sitting a été organisé le jeudi 7 mars 2024 par une ONG Colombe d'Ivoire. Ce sitting a été réprimé et les manifestants ont été en garde à vue pendant 24 heures avant d'être libérés le vendredi 8 mars 2024. Après cette manifestation, le gouvernement a suspendu les casses et au Conseil des ministres du mercredi 13 mars, des mesures ont été prises en faveur des déguerpis de Gesto et Boribana. Depuis le samedi 17 mars 2024, les casses ont repris avec le site des ferrailleurs d'Anomombo, suivi d'un site de Marcory à Lyodan
hier, lundi 18 mars 2024. Suite à tous ces faits, nous dénombrons des pertes en vie humaine, des blessés, des milliers de familles affectées, des milliers d'élèves et étudiants avec une scolarité interrompue, des centaines d'activités interrompues, des centaines d'emplois perdus et des situations socio-économiques précarisées, dont des familles livrées à une extrême pauvreté et tout ce qui en découle comme fléaux sociaux. Donc l'exposé vous donne l'analyse de la coalition. Au regard des faits énumérés, notre analyse est la suivante. Cette situation désastreuse aurait pu être évitée si les pouvoirs publics étaient respectueux de notre Constitution, dont l'article 11 dit que le droit à la propriété est garanti à tous. À l'article 11 de la Constitution, il est mentionné que le droit à la propriété est garanti pour tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous condition d'une juste préalable indemnisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit, l'État doit utiliser la propriété de quelqu'un, il doit d'abord indemniser cette personne avant, c'est-à-dire une indemnisation préalable. Voilà ce que cet article 11 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit. De cette façon, de déguerpir les populations sans aucune mise en demeure, sans aucune négociation, dénote d'une absence de souci des pouvoirs publics quant à la protection des droits des citoyens et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, contrairement aux engagements du président de la République qui, dans son serment, figure dans l'article 58 de la Constitution, promet de protéger les droits, les libertés des citoyens. Il y a des dispositions légales que le président, en prêtant serment, déclare. Il dit que lui va protéger nos droits et il va nous protéger notre liberté. Et cela n'a pas été respecté. Les 6 mesures prises le 13 mars 2024, qualifiées de fortes, traduisent une autosatisfaction et un mépris incroyable face à la souffrance des déguerpis, d'autant plus qu'elles ne concernent que GESCO et Boribana. Et puis, les cas se poursuivent dans les mêmes conditions. Et toujours, il y a toujours les casses. Même à présent, nous sommes là, ils sont en train de casser encore au niveau de Makori. Et là, le représentant de Makori est là. C'est lui qui a un boubou. Il est là, ils sont en train de casser à Makori. Quatrièmement, aucune mesure n'est prévue pour les commerçants. C'est-à-dire, on s'en fout des commerçants. On casse tous les commerces, les gens sont déguerpis, on s'en fout des commerçants qui pourtant sont des acteurs majeurs de l'approvisionnement du marché. Et même que des pourvoyeurs des caisses de l'État par le paiement de leurs tasses. Le drame, c'est que nous n'observons aucune réaction des fédérations et associations des commerçants pour défendre leurs droits. C'est-à-dire qu'il y a une fédération de commerçants qui existe, qui est financée et qui ne réagit pas face à cette action de déguerpissement abusif. 5. Il existe un paradoxe entre la dénomination de la cellule d'aménagement des quartiers précaires et ses missions dont la principale est le suivi des déguerpissements. Il n'y a aucun rapport technique entre l'aménagement qui suppose la transformation et la viabilisation de l'existant et le déguerpissement qui se rapporte à la libération brutale du site censé être aménagé. 6. Les anciennes comme les nouvelles victimes sont déçues et désemparées face à l'indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis de la précarisation de leurs conditions de vie et face au désespoir qui les étreint. 7. Les menacés de déguerpissement sont angoissés par la situation désastreuse des victimes qui leur donne un aperçu de ce qui les attend. 8. La liste finale des sites à déguerpir n'ayant pas été rendue publique, tous ceux des 176 sites non encore touchés sont angoissés. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée à la plupart des habitants des sites visés. 9. Enfin, cette paupérisation inconstitutionnelle programmée va à l'encontre des principes du développement, de la démocratie et de la paix. Donc voilà l'analyse de la coalition dirigée par Madame Picheri. Le troisième point sera l'affaire de M. Sila. Notre position en tant qu'acteur de la société civile,
Au regard de notre analyse, nous, organisations de la société civile, victimes et menacées de déguerpissement, décidons de créer la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement pour défendre nos droits dans la solidarité. 2. Revendiquons notre droit à une indemnisation juste et dans les meilleurs délais. 3. Réclamons la liste définitive des sites à démolir et des précisions sur les dimensions retenues. 4. Nous souhaitons que les principes d'un déplacement involontaire soient appliqués plutôt d'un déguerpissement qui déshumanise et portant atteinte à la dignité humaine. 5. Soutenons toute victime et tout menacé de déguerpissement et nous nous engageons entièrement dans la lutte pour le respect des droits fondamentaux des personnes déguerpies. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à suspendre son projet de déguerpissement des zones à risque et des quartiers précaires d'Abidjan. Nous invitons les structures étatiques telles que le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministère de l'Environnement, du Développement durable, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le Conseil national des droits de l'homme, les mairies du district d'Abidjan, la nouvelle cellule d'aménagement des quartiers précaires du district d'Abidjan. À nous accorder une audience afin de définir ensemble un plan de travail. Nous, coalition, invitons le gouvernement et particulièrement le président de la République à respecter son serment en ordonnant l'arrêt des déguerpissements abusifs, la réparation des préjudices causés et la poursuite de cette opération d'assainissement dans le respect des tests, de nos tests. Il y va de l'honneur de notre pays si respecté à l'international. Enfin, la coalition invite le gouvernement à s'approprier la Constitution et les textes régissant le déplacement involontaire des populations et les expropriations pour cause d'utilité publique. Vive le développement dans le respect des textes. Vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Que Dieu éclaire nos autorités. Je vous remercie pour le Covid-19, le porte-parole du jour, Sila Sekou. Voilà, avant de prendre les questions, on va lire rapidement la liste des organisations, même si on avait fait la présentation. Donc, la liste des organisations de la Covid-19, il y a Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, qui est une plateforme, ONG Colombe d'Ivoire, Children's Environment Foundation, Association Agropast et Buni, Association des citoyens solidaires, Abobo, Adjamé, Yopougon, Comité de crise du village de Banco 1, le collectif des propriétaires de cours et locataires de GESCO Judée, le collectif des propriétaires de cours et locataires de GESCO. Là, c'est Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas. D'accord? Maintenant, le réveil des acquéreurs de terrain de GESCO Judée Extension. Le collectif des menacés de déguerpissement de Biabou, le collectif des menacés de déguerpissement de Makori à Liudan, victimes et menacés. C'est pas menacé seulement, ils ont déjà commencé à faire des victimes là-bas. L'association des victimes Oufoué-Boigné 1 et 2 de Koumassi, le collectif des victimes de Port-Boué Abattoir de 2010. Donc, ça fait 12 associations dont des plateformes qui composent la Covid-19. Voilà. Merci. Donc, on va maintenant nous ouvrir aux questions éventuelles de nos journalistes. Au vu de la lecture de votre compte rendu, je vois qu'il y a un recensement qui a été fait. Est-ce qu'on peut avoir le dénombrement des impactés? Puisque là, on parle depuis 2014 jusqu'à maintenant. Malheureusement, il y a beaucoup de cas
où les cases sont intervenues sans information préalable, donc sans recensement. Dans ce cas-là, il est difficile de reconstituer rapidement le nombre de personnes affectées, mais les recensements sont en cours. Les chiffres qu'on a donnés pour les cas de 2024 sont temporaires. C'est ce qu'on a pu recenser pour l'instant. Parce qu'il y a certains qui sont partis et tout ça. Et tu veux ajouter quelque chose? Merci, monsieur. Il faut dire que de 2014 à 2023, nous avons recensé 86 000 personnes. Nous avions la liste par quartier, par communauté. Donc, si vous voulez, elle va vous remettre ça. Vous lui remettez votre mail pour qu'elle puisse vous remettre ces préciser des projets sur lesquels. Oui. Et j'ai dit que nous suivons le 4e pont d'Abidjan. Donc, pour toute information que vous vouliez avoir sur le 4e pont, sur le métro d'Abidjan, nous sommes la V28, sur la Y4, nous sommes prêts. De la casse d'Abobo et celui de Biabo. Où en est-on? Et puis, comme vous suivez, aujourd'hui, au niveau d'Abobo, je sais qu'il y a une réunion la semaine passée entre les riverains et la mairie. Au niveau d'Abobo, précisément, apparemment, les sites ont été définis. Quels sont ces sites-là, si vous les connaissez? Je vous remercie. D'abord, c'est le site de Ndiotré. Le site de Ndiotré a été acquis grâce à notre démarche. La femme qui est leur responsable, qui est l'opératrice économique, l'État de Côte d'Ivoire a donné 85 hectares pour les ferrailleurs, pour les artisans, je peux dire d'Abidjan. Mais il y a eu un problème de partenaires financiers qui devaient construire. Donc, il y a une opératrice économique, Mme Kone, qui a pu construire les stands. Les artisans qui sont allés sont les artisans d'Adjamé, ceux qui étaient à la ferraille d'Adjamé. Ceux-là qui ont été de l'autre côté. Et par la complicité de certains individus dans l'administration, ont vendu ces sites, ont loti ces sites. Les sites qui étaient à la disposition, mis à la disposition des artisans, ont été vendus. Je peux dire plus de 14 hectares ont été vendus par des individus qui sont dans l'administration et les gens ont bâti des habitations. Donc, en 2021, lorsque la mairie d'Abobo, parce que dans le cadre de leur projet de rénovation urbaine de la commune d'Abobo, ils ont demandé aux artisans de partir. La mairie a pris une décision du conseil municipal pour la fermeture de la ferraille. Nous leur avons approché par courrier, nous leur dit, vous ne pouvez pas fermer la ferraille parce que l'État est la force publique. L'espace que vous aviez attribué aux artisans est occupé. Donc, allez libérer l'espace pour que les artisans puissent partir. Et la mairie a traîné. Le ministre d'alors, Arnaud Blé, a dit aux artisans d'aller s'installer devant les logements des populations. Mais si toi, l'État n'a pas pu sécuriser l'artisan, est-ce que l'artisan pourra aller? Donc, vous voyez que le site a été fermé et nous avons dit aux artisans de continuer à travailler. Au début, la police et la gendarmerie partaient les emmerder. On a dit aux policiers et aux gendarmes, c'est pas normal. Vous dites qu'ils ont trouvé l'ordre public. Pourquoi ils ont trouvé l'ordre public? C'est vous qui trouvez l'ordre public. Parce que vous fermez mon activité. Je n'ai pas accès à l'autre site de travail, mais ils sont obligés de me débrouiller quelque part. Ils ont fait une manifestation, une première manifestation à Bougou, on n'était pas au courant. Mais les deuxièmes arrestations de ces populations, les gens, de ces artisans ne marchaient pas. Ils ouvraient leur magasin pour prendre leur matériel pour vendre aux clients et on vient prendre 25 personnes. Ils envoient à la gendarmerie d'Abobo. Nous sommes allés à la gendarmerie d'Abobo pour aller voir le CP prochain avec lui. Le CB a dit qu'il devait appeler le secrétaire général, que d'aller voir le secrétaire général. Je lui ai dit non, non, appelez le secrétaire général pour qu'il puisse venir à la police, pour qu'on puisse échanger. Donc, le gendarme m'appelle, me dit que c'est une affaire politique. Je lui ai dit non, 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 la loi est la loi, le droit est le droit, il est universel. Si madame prend une décision, qu'elle sait que l'espace est occupé, elle peut faire une autre réunion du conseil municipal pour casser sa décision, pour permettre à ces populations de travailler. Donc, nous demandons purement et simplement que vous libérez ces personnes. Ils ont échangé, ils nous ont dit non, ils peuvent ne pas trop humilier la dame, madame la ministre d'État, ils vont libérer 15 artisans, mais ils défieront 10 artisans. Ils ont défait les 10 artisans, ils ont défait les 10 artisans au 7e cabinet au plateau, au parquet du plateau. Nous sommes allés voir le juge d'instruction. Quel est le problème? Voici des gens, on leur dit tout dans l'ordre public, mais est-ce qu'on leur a donné un espace quelque part? Qu'est-ce qu'il va faire pour payer la scolarité de ses enfants, ses loyers, tout ça? Ils sont dans l'informel. D'abord, la majorité de ces personnes sont, je peux dire, peut-être des analphabètes.
Donc, normalement, on devait les permettre de travailler des essais. Ils ont fait 1 mois sans assistance. Donc, les frères sont encore là. Mais comme j'étais en train de dire à madame ce matin, en tant qu'organisation de défense de ces personnes, souvent, ils ignorent les droits. Donc, quand ils ignorent les droits, c'est les pratiques. Nous leur avons dit, ouvrez votre magasin. Parce que dès que le juge avait libéré ces personnes, on leur a dit, commencez à travailler. La police ne pourra rien faire parce que nous avons déjà affaibli la police, que ce soit la police ou l'agent. Nous sommes allés voir le commandant commando politique. C'est pas normal que les gens vont emmerder les gens, laisser le travail. Donc aujourd'hui, ils ont une réunion, comme vous avez dit, c'est Diabaté Ben maintenant qui est chargé de suivre leur dossier. Et nous avions mis des pressions sur le gouvernement qui allait nettoyer 10 hectares de rien. Ils sont allés nettoyer 10 hectares, mais les artisans leur ont demandé de voir l'aménagement pour qu'ils puissent partir. Mais nous pensons que nous allons trouver une solution qui donne à leur problème. Que chaque artisan, même ceux qui sont à Pobo aussi, n'ont pas d'espace. C'était l'espace qui était réservé à tous les artisans d'Abidjan. Tous les artisans d'Abidjan. On verra comment il faut réinsérer les autres artisans. Si les artisans d'Abo ne veulent pas partir, et d'autres artisans veulent partir, ils peuvent aller occuper ceci. Je suis résident de Diabo, c'est-à-dire est de Washington, entre Cocody et 220. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Diabo, sur le site d'Abobo. J'ai vécu le premier déguerpissement. Alors nous sommes là aujourd'hui. Je vous dis bien depuis, nous sommes quittés là en 96-97. On arrive là-bas. En 2013, on interpelle la mairie d'Abobo pour dire l'érosion en train de venir vers le quartier. On n'a pas été entendu. On a adressé des courriers à l'administration de Côte d'Ivoire. Voilà, quand M. Silla m'a appelé aujourd'hui, voilà un peu une copie que j'ai pu avoir. Alors, on interpelle chaque fois la mairie. On a eu la chance, je dirais la chance, ou sinon la malchance. M. Tunkara est allé s'arrêter sur le trou en 2014. Faites vos enquêtes à la mairie. Dites Maninga Mamadou. Puisque dans le quartier, je suis chargé de l'environnement et de la salubrité. Alors j'étais en contact permanent avec le service technique. Au moment où nous arrivions là-bas, le trou, on pouvait marcher près de 100 mètres. Le trou n'arrivait pas. Et 10 ans après, voilà aujourd'hui, mais pendant les 10 ans, on les a interpellés. On dit la population, son premier tuteur, c'est la mairie. Et on fait les démarches qu'il faut. Mais il n'y a jamais de réponse. Alors après le passage de M. Tunkara, un an, 2 ans après, quand on a vu que ça ne pouvait, on voyait rien, alors nous-mêmes, comme ça, vous savez, quand tu n'as pas de solution, Dieu t'inspire. Alors on est descendu dans le trou, on a fait des reboisements. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette maison qu'on appelle aujourd'hui partout sur la zone rouge, oui, parce que on dit, quand on dit Biabou, la zone rouge, moi, ma maison fait partie de cet aliment. Bon, on ne sait pas qui s'adresser. On a des administrations, on a des gouvernements. Quand il y a des problèmes, on va vers eux. Mais ce qui fait mal en plus, mais quand il y a les élections, c'est dans ces quartiers précaires-là. Ils vont la nuit. Hein? Je ne voudrais pas citer de nom. Quand M. Yoko m'a dit l'autre jour que ouais, mais il donne dans ces quartiers-là, on va casser, on va casser. Mais c'est là-bas, vous êtes quitte. Donc pour vous dire que partout vous pouvez faire vos enquêtes, je suis fils de Biabou. J'ai suivi le problème bout en bout avec le service technique. Aujourd'hui, on nous dit zone rouge. Ils sont allés, il n'y a pas de recensement. Le combat est grand. Est-ce que vous avez avec vous des juristes, des avocats pour vous accompagner dans cette mission? C'est la première question. Lors de son récent conseil des ministres, le gouvernement a pris 5 mesures urgentes pour venir en soutien aux déguerpis sinistrés et victimes. Est-ce que vous, à la voix de la coalition, de façon officielle, de manière officielle, vous reconnaissez dans ces 5 mesures prises par le gouvernement, ou du moins quelle est votre position vis-à-vis de ces mesures? Merci.
On ne peut pas mener une telle lutte sans travailler avec des juristes. Aujourd'hui, nos amis de Boigny ne sont pas là. Et ils travaillent avec Maître Dogo Koudou, qui a gagné même la première partie du procès. Donc, on n'oblige personne, mais on partage ici les expériences. Et ceux qui, à partir de l'expérience, par exemple, des gens de Boigny avec Maître Dogo, qui voudraient aller avec lui, ils décideront. Nous avons l'intention d'écrire aussi à l'ordre des bâtonniers. Parce qu'on voulait faire cette conférence de lancement avant d'adresser les courriers. On va écrire à l'ordre des bâtonniers parce qu'on a vu que Maître maintenant, en sa qualité de responsable de l'observatoire Paro, a dénoncé toutes ces pratiques moyenâgeuses-là. Et donc, nous pensons que nous aurons le soutien de ces avocats. Il y a aussi la FIDOP qui nous soutient. Il y a l'organisation de Maître Seripa également. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont avec nous. Donc, on a le soutien quand même de certains avocats. Pour ce qui concerne les 5 mesures, on va même dire 6, hein, parce que c'est les 5 là on publie, mais ils disent qu'ils ont créé aussi une cellule d'aménagement des quartiers précaires qui sera chargée du suivi de ces déguerpissements. Donc, certainement que vous n'avez pas bien suivi notre texte, mais on a dit que ces mesures étaient insuffisantes. Elles sont même dérisoires et elles ne sont pas justes. Parce que ce que nous revendiquons, c'est l'article 11 de la Constitution, qui dit, et on le répète, on l'a dit dans le texte, vous pourrez le lire tout à l'heure, que tous les Ivoiriens, le droit au logement doit être garanti pour tous. Pour tous. Et que si l'État, pour cause d'utilité publique, veut prendre un site, c'est sous la condition d'une indemnisation préalable et juste. Et c'est du juste là, il parlait tout à l'heure. Vous avez pris 1000 mètres carrés, vous me donnez 1000 mètres carrés. Vous avez cassé ma maison de 50 millions, vous me donnez 50 millions. Vous ne pouvez pas me dire, on va me donner 1 million, et puis après quoi? Après quand? Il y a un problème. D'autant plus qu'on ne respecte jamais les promesses. Donc vraiment, les 6 mesures, là, les 5 mesures sont dérisoires. Et puis, une cellule qui est censée être une cellule d'aménagement ne saurait avoir pour mission principale le suivi de déguerpissement. Parce que entre l'aménagement et le déguerpissement, c'est le jour et la nuit. L'aménagement, là, vous restez sur place et puis on analyse les conditions de viabilisation de là où vous habitez. En termes techniques, là, c'est ça qu'on appelle aménagement. Maintenant, déguerpissement, là, c'est ce qu'ils font là, qu'on appelle déguerpissement, ça ne respecte aucune norme. Donc, une cellule d'aménagement ne peut pas être chargée du suivi de déguerpissement. Et c'est ce qu'on a dit dans notre texte. On ne veut plus de déguerpissement. On veut des déplacements involontaires dans le respect des textes. C'est tout. Puis, il y a quelque chose qui est très important à préciser. C'est que on s'est pas rassemblé contre quelqu'un. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand les gens sont de mauvaise foi, ils prennent des raccourcis. On ne s'est pas rassemblé contre quelqu'un. Ça, c'est un. On lutte pour nos droits. La deuxième chose, c'est que quand ils parlent même de quartier précaire, c'est abusif. Il ne s'agit pas que de quartier précaire. C'est ce qu'ils présentent. Quartier précaire. Mais en réalité, certains de ces quartiers-là ont été restructurés et il y a des détenteurs de titres là-bas. En réalité, certains de ces quartiers-là sont des cités à côté desquelles il y a une menace. Mais où la menace n'est pas encore effective. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire que les gens sont tellement en danger qu'on les chasse. Ce n'est pas vrai. Il y a des cas où c'est vrai, mais il y a des cas où c'est faux. Donc, il faut faire la part des choses. L'autre chose qu'il est important de préciser, c'est le manque cruel de communication. Ce sont des pères de famille qui ont des projets. Quand même, on ne peut pas venir chasser quelqu'un comme ça. Il y a un minimum de dialogue et de négociation.
qu'on devrait instaurer, qui n'existe pas. L'autre chose, c'est le fait d'avoir oublié les commerçants. Parce que les gens parlent comme si c'est seulement les logements. Non. Déjà, même les logements, là, ils gèrent mal. Il y a déjà des problèmes. Mais les commerçants, même là, on les a carrément oubliés. On fait comme si il n'y a que des habitations. Non, il y a des gens qui exerçaient leurs activités économiques, leurs activités commerciales, leurs activités pastorales, leurs activités artisanales. Et ça leur coûtait quoi? Si vraiment ils sont soucieux du bien-être des populations, là, de faire au moins un recensement. C'est pas de recensement. La mesure 5 dit, on va aider les sans-emploi. C'est pour venir aider leurs parents à notre place. Vous les avez identifiés quand et puis vous allez venir les aider. N'importe qui va venir dire, je suis sans emploi. C'est la vraie cacophonie. Hein? Tout ça pour ouvrir la porte aux fraudes encore, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc vraiment, vraiment, tout ce qu'on demande, c'est la bonne gouvernance. C'est le respect des textes. C'est le respect de la dignité humaine. C'est le respect des normes. C'est tout ce qu'on demande. Que les gens arrêtent avec ces déguerpissements abusifs. On fait un point des dégâts qui ont déjà été commis. Comment on les répare? Et puis après, s'ils sont trop pressés, il faut qu'ils appellent les responsables de ces quartiers-là pour discuter avec eux, s'entendre sur quelque chose avant de continuer. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Vous avez entendu, vous-même, vous avez posé la question. Tous ceux qui sont morts, qui sont blessés, c'est pas fini. C'est vrai que vous êtes en contact avec des avocats, mais est-ce qu'il y a un dialogue direct qui sera avec le gouvernement aussi, de visu? Ça dépendra d'eux. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la force. Heureusement que vous reconnaissez que les marches sont réprimées. On voudrait être dans un état de droit. Et dans notre constitution, l'article 20 dit qu'on a la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique. Mais on ne manifeste pas pour manifester. On manifeste quand le dialogue est fermé. Donc, les premières démarches, c'est des courriers que nous allons adresser. Nous avons besoin de savoir la liste réelle des quartiers concernés cette année. Parce qu'ils avaient publié 176 sites. Finalement, dans leur discussion, ils disent qu'ils ont réduit à une trentaine. Quelle est la liste de cette trentaine? On a besoin de le savoir. Quel est le programme pour cette trentaine? On a besoin de le savoir. Quelle est l'approche pour cette trentaine? Parce que encore toujours dans les déguerpissements abusifs, ou bien on peut enfin s'asseoir pour se parler. Et pour les obliger à parler avec nous, nous on va écrire. Malheureusement, dans l'administration ivoirienne, même ces règles élémentaires de réponse au courrier, là, les gens ne font pas ça. Tu écris, on ne te répond pas. Tu réécris, on ne te répond pas. Est-ce qu'on te laisse le choix? Tu es obligé de manifester. Sinon, ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour le plaisir.